C'est une petite fille qui était espiègle, pleine de vie, coquine, parce qu'elle elle aimait faire des farces, elle aimait se moquer. C'est une des dernières photos que j'ai d'elle. Quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle me parle et qu'elle me dit vas-y, fonce. Et on va y arriver, quoi, malgré tout, quoi. Donc j'ai l'impression qu'elle est là quand je la regarde, celle-là. Les derniers souvenirs de bonheur de Yannick Reverdy avec sa fille, Enea, remontent à l'époque où elle était enfant. Ses liens, avec elle et sa petite sœur, ont été brisés lors de son divorce, il y a 15 ans. Un divorce qui a plongé cet homme dans un engrenage cauchemardesque, jusqu'à la mort de sa fille aînée. Ça me détruit de la voir là. C'était une poulette superbe, quoi, et qui a été fracassée, quoi. Et ça, pour moi, je ne le digère pas. Voilà. On aurait pu à maintes reprises la sauver et on l'a pas fait. Voilà. Enea avait tout juste 18 ans. Sa mère, Maëlys Daubon, est soupçonnée de l'avoir empoisonnée durant des années, au point de la tuer, et d'avoir tenté d'empoisonner son autre fille. Cette femme à la personnalité hors norme pourrait souffrir d'un trouble rarissime, le syndrome de Munchausen par procuration. Le 13 novembre 2019, à Dax, dans le sud-ouest de la France, les secours interviennent dans cette maison rose. Dans la chambre, à l'étage, ils trouvent Enea inanimée. Après des convulsions, elle ne respire plus. La jeune fille est transportée dans cet hôpital dans un état critique. Elle décède 5 jours plus tard. Les expertises révèlent qu'elle a ingéré l'équivalent de 50 cachets de propranolol, un bêta-bloquant qui, à haute dose, peut provoquer une crise cardiaque. Interrogée, sa mère explique aux policiers que sa fille était dépressive. Mais sur place, aucune trace de plaquettes de médicaments, aucun mot d'adieu. Surtout, ils ne retrouveront jamais le téléphone de l'adolescente. Maëlys Daubon prétend qu'elle ne sait pas où il se trouve, mais les policiers pensent que c'est elle qui a subtilisé l'appareil et qu'elle leur ment. Ils vont alors retracer son parcours et dessiner le portrait d'une femme charismatique, mais affabulatrice. Ils entendent notamment cet homme, son compagnon à la fin des années 90, tomber sous le charme de son élégance et de son assurance. Elle a fait des hautes études de défense nationale, elle est en contact permanent, réserviste, elle peut être appelée à tout moment s'il y a une guerre. Elle participe aussi à différents projets immobiliers. Mais au fil de leur vie commune, il a des doutes. Il se rend compte qu'elle vit surtout sur l'argent de sa famille et lui ment sur tout son quotidien. C'est un chat, c'est une personne très intelligente qui retombe toujours sur ses pattes et qui arrive à vous faire comprendre qu'en fait, c'est vous qui avez mal compris. Dès que mes questions commençaient à être un petit peu trop avancées, dures, que je la confrontais à la réalité, je la retrouvais dans la salle de bain, assise, en train de suffoquer, la respiration courte, et en train de me dire que elle est en train de faire un malaise cardiaque. Moi, je vais appeler les secours, je vais appeler les pompiers, je vais appeler le SAMU. Non, surtout pas. J'ai l'habitude, voilà. Donc voilà, c'est toute cette accumulation qui fait qu'au bout d'un moment, on se dit, voilà quoi, il faut que ça cesse. Il la quitte en 2000, après 2 ans de vie commune. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée, Maëlys Daubon séduit Yannick Reverdy, alors joueur de handball professionnel à Bordeaux et ancien membre de l'équipe de France. Il emménage chez elle, mais au bout de quelques mois, il veut la quitter pour partir dans un club à l'étranger.
Là encore, Maëlys Daubon se dit victime d'une attaque cardiaque. Première alerte un peu étrange, et puis quelques semaines plus tard, l'appartement dans lequel nous vivons va prendre feu en pleine nuit, quoi. Voilà. Les pompiers n'expliqueront pas vraiment, on pense que c'est peut-être un téléviseur qui a implosé. En tout cas, je reste droit dans mes bottes, je lui dis que je vais quand même partir en Allemagne, reprendre ma carrière, et à la suite de ça, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Voilà. Donc j'ai quand même le sentiment d'avoir été obligé. Voilà. Yannick Reverdy demande Maëlys Daubon en mariage. Enéa naît en 2001 et 2 ans plus tard, le couple a une seconde fille. Bon an mal an, la famille déménage au gré des transferts de Yannick Reverdy. Il joue en Espagne, en Norvège. De retour en France, en octobre 2009, Yannick Reverdy annonce qu'il veut divorcer et quitte le domicile conjugal. Sa vie bascule. Maëlys Daubon disparaît avec ses 2 filles. Je vais aller au commissariat, et là au commissariat on me dit oui, on est au courant puisque votre ex-femme a porté plainte contre vous. Je commence à porter plainte, oui, pour des violences. Ok. Mais elle est venue avec un certificat qu'on qualifiera de complaisance, et le médecin légiste l'a vu, et il a infirmé ce qui était écrit dans le premier certificat. Et là il va y avoir un déferlement de sa part, c'est-à-dire qu'elle va s'acharner à m'évincer de la vie de mes enfants. Le juge aux affaires familiales accorde un droit de visite au père uniquement 2 après-midi par semaine. Et parce que le divorce est conflictuel, ordonne une enquête sociale. Elle est menée par Geneviève Pendanx. Mandatée par la justice, durant 1 an, elle va rencontrer plusieurs fois les 2 parents et surtout les filles, qui, au fil des mois, se seraient montrées de plus en plus agressives avec leur père. Force est de constater que leur discours est stéréotypé. Lorsque je les interroge sur les raisons du rejet de leur père, elles me disaient il est méchant. Lorsque d'autres questionnements deviennent plus approfondis, elles ne peuvent pas répondre. Elles reprennent souvent mot pour mot les propos des adultes. Elles m'ont dit tu veux nous enlever à maman. Elle souhaitait que le papa il aille en prison, le juge, on n'en a rien à faire. Elles étaient vraiment aliénées. C'était les petits soldats de la maman. L'enquêtrice observe que cette instrumentalisation provoque chez Enéa des troubles physiques et psychiques. Elle avait des trous dans les cheveux, elle s'arrachait les cheveux. Elle piquait des crises. Quand elle disait à sa sœur, je vais te tuer, il faut arrêter, maman va te tuer. Enfin, c'était hyper mortifère. C'était elle, c'était que ça. J'en ai fait des enquêtes, mais j'avais jamais vu ça. Jamais. Et surtout, je répète, elle avait 8 ans. Dans le cadre du divorce, l'enquêtrice recommande que le père puisse davantage voir ses filles. Elle fait également un signalement préoccupant au juge des enfants à Dax. À partir de là, Maëlys Daubon restera sous surveillance permanente de la justice. Et les alertes sur sa nocivité pour ses enfants vont se multiplier. Maëlys Daubon est expertisée par le docteur Bonan en 2014. Ce psychiatre note une tendance à la manipulation et au théâtralisme. Maëlys Daubon surdramatiserait son divorce pour se poser, elle et ses filles, en victimes. La personnalité de madame était une personnalité gravement pathologique. Pour elle, la rupture était inconcevable. Ça entraînait chez elle une véritable blessure narcissique au niveau de l'image de soi. Et la seule façon de redorer son image, c'était de démontrer qu'elle était victime de son ex-conjoint. Le mauvais objet, c'est le père. Le bon objet, c'est elle. Et d'ailleurs, je suis tellement bon objet que je m'occupe de mes filles. Elles sont malades à cause du père et je les fais soigner. Le médecin suggère que les filles soient suivies en lieu neutre, sans la présence de leur mère, et que celle-ci engage une psychothérapie. Un an avant la mort d'Enéa, une psychologue de l'aide sociale à l'enfance qui suit la famille émet une hypothèse inquiétante.
Maëlys Daubon pourrait être atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. Un trouble qui se manifeste par une maltraitance très grave, très souvent de la mère, qui trompe les médecins en induisant ou en inventant des troubles de santé chez son enfant pour se faire plaindre par son entourage. La psychologue s'appuie sur le dossier médical d'Enea. Dans les 2 ans précédant sa mort, la jeune fille mineure consulte avec sa mère une 30aine de médecins différents qui lui prescrivent pour un état dépressif, anxiolytique, neuroleptique, psychotrope. Et pour des migraines, du propranolol. En 2018, Enea est progressivement déscolarisée du lycée. C'est un récapitulatif des absences. Rendez-vous médical, élève malade, rendez-vous médical, perte d'un proche, hospitalisation. Ouais, je pense que c'est ça. Emmanuel Ortolo, le proviseur, fait un signalement à la justice, convoque plusieurs fois la mère, réclame des explications aux médecins. En vain. Je n'ai jamais eu de maladie caractérisée qui aurait pu justifier, comme un gamin qui a une leucémie, un gamin qui est atteint d'un cancer quelconque. Effectivement, cette jeune fille, sur la fin, je vous dis, avait une tête extrêmement marquée, quoi. Je vous dis, des saignements aux yeux, des saignements au nez, enfin, c'était absolument terrible. Et on sentait que cette jeune fille était en souffrance totale. Ouais. Au lycée, Maëlys Daubon serait même allée jusqu'à annoncer la mort prochaine de sa fille à plusieurs parents d'élèves. Comme cette femme, qu'elle croise en 2019. On se retrouve pour faire le point et donc là, elle nous annonce qu'elle a passé tout l'été au chevet de sa fille, qui était hospitalisée pour une leucémie, et qu'elle a passé l'été aussi à préparer les obsèques de sa fille, puisque, a priori, elle est en fin de vie, et donc voilà, il faut qu'elle s'y prépare. Le père pressent un engrenage macabre. Il exige que la garde d'Enea et sa sœur soient retirées à leur mère. 7 juin 2019. 5 mois avant le décès d'Enea, on est encore devant un magistrat. J'ai le dossier médical de ma fille pour les 18 derniers mois. J'ai peut-être 20 cm de documents. Et je dis à la magistrate, est-ce que le prochain document que je mets sur le dossier médical de ma fille est un certificat de décès? C'est le dernier moment où on peut la sauver. On a un psychiatre, des psychologues, des éducateurs, des magistrats. On est tous là. On voit qu'il va y avoir un drame. On hurle qu'il va y avoir un drame. Et personne ne prend de décision. Le 13 novembre 2019, Enea fait son grave malaise et plonge dans le coma. Puis les médecins annoncent à son père qu'elle est en état de mort cérébrale. J'irai une dernière fois dans le week-end lui dire au revoir, l'embrasser, respirer une dernière fois son odeur et m'excuser, quoi. M'excuser de pas avoir pu la sauver, quoi. Quelques semaines après la mort d'Enea, les policiers perquisitionnent le domicile de Maëlys Daubon et saisissent son téléphone. Ils y découvrent des recherches sur Internet sur les overdoses au bêta-bloquants, les médicaments qui ont tué Enea. Intoxication au bêta-bloquants. Propranolol. Des recherches effectuées 6 mois avant la mort de la jeune fille. Tentative de mon fils 17 ans par bêta-bloquant. Et qui ont ensuite été effacées de l'historique du navigateur. Les enquêteurs placent Maëlys Daubon en garde à vue et la confrontent à ces éléments troublants. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai rien administré à Enea. C'était la prunelle de mes yeux, mon premier enfant. On aimait tous Enea. Les policiers interrogent également la sœur d'Enea, qui était présente dans la maison le matin du drame.
Elle prend la défense de sa mère, même quand les enquêteurs lui révèlent avoir trouvé dans ses propres analyses de sang des traces de propranolol. Maëlys Daubon est mise en examen pour empoisonnement sur ses 2 filles et incarcérée. Pour l'avocat du père, Maître Laforcade, le passage à l'acte de Maëlys Daubon pourrait s'expliquer par le trouble dont elle serait atteinte. Dans le syndrome de Munchausen par procuration, cela fonctionne à partir du moment où l'enfant, qui est sous emprise, qui est sous soumission, n'a pas de velléité ou n'exprime pas de velléité de départ. Or, lorsque vous interrogez les proches d'Enea, quelques jours avant son décès, elle parlait de projets, peut-être même de partir de la maison. C'est très en concordance avec ce syndrome qui apparaît dans le dossier, où à partir du moment où l'objet de soumission, on a la sensation qu'il nous échappe, le pire peut arriver. Et c'est documenté. C'est tout ça le dossier Daubon. L'avocat de Maëlys Daubon, lui, rappelle que dans les nombreuses expertises, Dossier d'assistance éducative. le syndrome de Munchausen n'est resté qu'une hypothèse. J'ai 8 expertises. De tout le monde, hein. Gérard Danglade affirme que le téléphone de sa cliente était également utilisé par ses filles. 2. Par ailleurs, il souligne que Maëlys Daubon était absente une bonne partie de la matinée du drame. Elle n'aurait donc pas pu faire ingérer les cachets à Enea. C'est des médicaments qui lui ont été prescrits il y a longtemps. C'est des médicaments qui ont été prescrits à sa mère. C'est des médicaments qui, incontestablement, se trouvaient dans le domicile de la famille. Il y a une première hypothèse qui est qu'il y ait eu une intervention extérieure pour que Enea absorbe ces médicaments. L'autre hypothèse, c'est qu'elle les ait absorbés volontairement. Enea avait des problèmes psychologiques lourds, graves. Il faut savoir, et ça on l'a lu totalement, qu'il avait été envisagé une hospitalisation en milieu psychiatrique d'Enea et que sa mère y était favorable, mais Enea n'était pas favorable. L'année dernière, Maëlys Daubon aurait en tout cas apporté un nouvel indice de la haine qu'elle vouerait toujours à son ex-conjoint. À la maison d'arrêt de Pau, plusieurs codétenus ont raconté qu'elle leur avait demandé de l'aide pour éliminer son ex-mari et faire disparaître son corps. Je l'ai toujours dit, elle est capable de tout, quoi, en fait. Parce qu'il n'y a pas de limite, c'est nos limites. Donc je peux croire que, perdu pour perdu, elle puisse solliciter des gens pour que je paye définitivement. Là-dessus, j'en suis conscient. On peut se dire que c'est sans fin, en fait, et que c'est glaçant. Il y a un personnage hors norme qui décide de tout détruire. Et autour, on a des gens qui ne sont pas suffisamment compétents dès le départ pour juguler ça. Vous imaginez bien que j'en veux à la terre entière. J'en veux à la terre entière. Maintenant, au milieu, je ne vais pas détailler un par un ceux qui ont fait des bonnes choses, mais la résultante, c'est qu'Enea est morte. Yannick Reverdy n'a aujourd'hui plus aucun contact avec sa seconde fille, qui soutient toujours Maëlys Daubon. Celle-ci reste présumée innocente et sera jugée l'année prochaine pour l'empoisonnement sur ses 2 enfants, ainsi que pour le projet criminel visant son ex-mari.